Nouvelle Francis, que vous dirigez la collection Terre des Amériques chez Albin Michel. Alors nous allons commencer, Francis, tous les deux, pour parler de Leila Motley, après il y aura une petite interview d'elle, donc avec des questions et des réponses tout à fait passionnantes. Mais moi je dirais juste une chose, Leila Motley aujourd'hui a 19 ans, elle a écrit Arpenter la nuit, elle en avait 17. Et pourtant c'est un livre d'une puissance et d'une écriture qui épate. Quand vous l'avez lu, vous, comment ça s'est passé, la lecture de ce livre, et qu'est-ce que vous avez ressenti en le lisant? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, quand on était en mars 2020, donc le confinement total, et j'ai entendu parler d'un livre qui mettait les éditions américaines sans dessus-dessous. Une vingtaine de maisons se sont affrontées pendant plusieurs jours pour acquérir les droits de ce premier roman. Alors on est toujours un peu dubitatif de tout de même quand on a ce genre de nouvelles, parce qu'on arrive tellement à faire monter la mayonnaise que souvent on est déçu à l'arrivée. Et puis j'ai reçu ce texte. Et ça arrive parfois dans la vie d'un lecteur, qu'il soit libraire, éditeur ou simplement lecteur, où on se prend une claque. Et je me suis pris une claque avec ce premier roman qui a un sujet qu'on pourrait qualifier de sinistre ou de misérabiliste ou voire de scabreux, et qui en fait est un exercice extrêmement lumineux et extrêmement puissant. Voilà. Et quand j'ai su que l'auteur avait 17 ans, j'avoue que ça m'a littéralement bluffé. Et c'est vrai que quand on regarde les premières pages et qu'on regarde un petit peu les circonstances, c'est quand même une gamine de 17 ans dont la mère est absente, folle, avec le petit frère, le côté misère de cette ville d'Auckland, dont elle parle d'ailleurs dans l'interview, qui est pas la ville la plus riante du monde. Eh bien, on pourrait imaginer le livre le plus misérabiliste de la Terre, puisqu'elle n'a d'autre solution que d'aller vers la prostitution, que les flics sont à 2 pas. Enfin, tout ça est d'une pesanteur terrible a priori, et elle en fait un livre lumineux. Ah ben absolument. Je pense que ça tient finalement au personnage de cette jeune fille noire à Auckland, dans un milieu extrêmement défavorisé. Le père est mort, la mère est en prison pour avoir causé par négligence la mort de leur petite sœur. Et elle vit seule dans un HLM pourri avec son grand frère qui a 20 ans, qui passe ses journées à rêver de succès dans le rap et à fumer des joints. Et elle est celle qui tient la famille. Elle est celle qui veille à ce qu'on ne les vire pas de l'appartement, qui est l'endroit où sa mère reviendra peut-être un jour et où sont là tous leurs souvenirs. Et je crois que c'est un livre qui est orienté autour d'une question qui est capitale pour Chiara, cette jeune femme, comme pour chacun d'entre nous. C'est est-ce que l'on doit quelque chose aux gens qu'on aime ? Et je crois que c'est ça, finalement. C'est un livre sur la famille, sur l'amour, sur la lumière. Et on a beau être les uns et les autres confrontés à la laideur du monde, il n'empêche que chacun d'entre nous cherche la beauté du monde. Et Leila Motley y parvient d'une façon exceptionnelle. Alors j'ai appris il y a peu de temps que ce livre n'est pas son premier roman. Elle en a écrit 2 avant celui-là, dont elle dit qu'ils ne seront jamais publiés. Mais c'est quelqu'un qui, à 5 ans, écrivait de la poésie, qui, à 14 ans, se mettait à l'écriture d'un roman. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau que les enfants boivent à Auckland, mais j'aimerais bien m'en faire livrer quelques bouteilles. Voilà, elle a vraiment quelque chose d'assez inouï. J'ai peur que le haut d'Auckland vous rende lumineux la nuit, méfiez-vous. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes de retrouvailles avec le frère, des moments comme ça qui apportent ce côté lumineux. On va peut-être écouter et regarder Leila Motley répondre à quelques questions. It was important for me to tell Chiara's story because I think we often don't get to hear stories of,
young Black women being fragile and vulnerable. And I wanted to be able to showcase that and to allow her to have the narrative agency, to be really in control of the story. And I wanted to show her full life, you know, all of the different ways that she exists and the different experiences that she has, because I think often Black women are minimized to only one dimension of our full selves. So it was really important to me that she exists outside of this violence that she experiences, but also that we understand the impact that that has on her and on Black women everywhere. I think that when writing stories about violence and about the things that women of color experience in particular, it's important to be able to allow women of color and Black women like Kiara to have experiences outside of that. And so we see with her relationship with Ale and with Trevor that she is in pursuit of joy and love, as well as trying to survive the day-to-day life that presents many challenges to her. And so I think that for me it was important that this isn't necessarily a manifesto or a guide to, you know, how to treat Black women or how Black women should survive in the world, but that it be an opportunity for people to experience Black women, for us to experience ourselves as fragile and vulnerable people, even when sometimes the world doesn't allow us that. And I think that's what's so powerful about novels and about narratives, is that we can expand our ideas of the world and of people through reading a story that might not have been told otherwise. So I was born and raised in Oakland, and I have such a love for my hometown, my city. I think it's such a unique place. It is this vibrant, artistic city. It's a Black city. It's a city on the coast of California, and it's just like such a special place. It has roots in radical movements like the Black Panther Party, and is a really politically active city, but also such a calm city. And I wanted it to just be represented in this book as more than I think outsiders view it. Often Oakland is depicted as either a dangerous, crime-filled city or a city that is new and only desirable because of the gentrification that's happened in the past decade. And I wanted to show a different version of Oakland and the Oakland that I grew up in. Poetry is such a unique form of writing because you have such a short amount of space to communicate something to an audience, and really what's at the heart of it is feeling, is a felt sense. And so I think that poetry is important because it allows us to connect with our bodies and our subconscious first, instead of always thinking with our brains first, which is I think something that as people we often do. And so it's a nice reprieve to be able to experience something through feeling first, and poetry really allows us to cut directly to the heart of feeling. Writing Nightcrawling has been an exercise in really inhabiting a character's voice. I had to get inside of Kiara in order to tell her story in
in the way that I wanted to. And so I think it's really taught me a lot about her and a lot about us as humans and the ways that we navigate the world, and even just the ways that we think about the world. I think writing this book has been definitely a process of growing as a writer and as a person, and in the past 2-3 years since I wrote the book, I think that I've grown a lot as a writer, and it has definitely transformed the ways that I think about being an artist and the role that has in our world. Francis, vous vouliez dire quelques mots de conclusion sur ce livre, sur... Oui, on n'a pas eu le temps de dire qu'elle était poète. Elle a été publiée aux États-Unis. À 16 ans, elle a même été poète officielle de la ville d'Auckland. On l'accueillera à Paris dans quelques jours. Là, aujourd'hui, elle atterrit à Londres, où elle va être pendant 3 jours avec son éditeur anglais, et elle sera avec nous bientôt pour 48 heures. Le livre va sortir aux États-Unis la semaine prochaine. Je crois que c'est la première fois où on a un délai aussi court entre la sortie américaine et la sortie française. Et déjà, la sortie de ce livre est un événement. Il y a des pages entières dans la presse, des portraits. Oprah Winfrey, qui est la papesse de la littérature américaine, a choisi ce roman pour son club de lecture. C'est la première fois qu'un auteur aussi jeune est choisi. Moi, j'ai appris dans ma vie de libraire que la littérature ne triche pas. Et c'est vrai que Leila Motley, elle ne triche pas. Et en lisant ce livre, j'ai pensé à une grande dame que j'ai eu la chance de connaître très tôt lors de la parution de ses premiers livres en France dans les années 80. C'était chez Acropole, et son éditrice était Hortense Chabrier, à qui je rends un hommage posthume. Toni Morrison. Elle m'a fait penser à Toni Morrison, au premier livre de Toni qui s'appelait L'œil le plus bleu. Et j'ai trouvé qu'il y avait une parenté entre ces deux femmes, bien que de nombreuses années les séparent l'une de l'autre. Et à la fin de sa vie, on posait à Toni Morrison la question: comment avez-vous fait en tant que femme et en tant que femme noire pour écrire dans un monde qui est encore si paramétré par le racisme, le sexisme et les discriminations? Toni Morrison a répondu: en changeant la langue, parce que c'est une façon de changer le monde et c'est une façon de le rendre et de nous rendre plus libres. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Et pour ça, j'avoue que je lui tire mon chapeau, et je suis extrêmement fier que la maison puisse publier le premier roman de cette jeune auteure qui a déjà commencé à écrire un nouveau livre. Donc on a là face à nous quelqu'un qui a une imagination et une inspiration incroyable. Je suis vraiment très très fier qu'elle soit dans cette rentrée et qu'elle ait choisi Albin Michel. C'est vrai, la sensibilité, l'humour, l'attachement aux personnages, tout est là.